Alors, Mara de Rosh Hashanah, toujours le chapitre 1, et nous sommes toujours à la page 15b. Alors, on va donc voir maintenant les cas, le cas général pour les arbres à fruits. On a vu le cas du hétrog, maintenant on va voir le cas des arbres en général. Alors, Tanoura Banan. Ilan shechantu perotav kodem chamisha asar beshevat מתעשר לשנה שעברה, אחר 15 בשבט, מתעשר לשנה הבאה. אמר רבי נחמיה, במה דברים אמורים? באילן שעושה שתי ברכות בשנה. Alors, ils nous disent ici en français rapidement, donc les sages ont enseigné dans une braïta, un arbre dont les fruits ont éclos avant le 15 Shevat est soumis au maaser de l'année qui est passée, donc de l'année d'avant, le 15 Shevat. Après le 15 Shevat, il est soumis à la dîme relative à l'année à venir. Ok? Alors, un petit commentaire avant d'aller un peu plus loin dans la traduction. La braïta nous jette les bases de la loi relative aux arbres en ce qui concerne le maaser. Donc, le fruit est affecté à l'année de l'éclosion, comme on l'a déduit avant, page 14a. Si donc un fruit a éclos avant le 15 Shevat de la troisième année du cycle, par exemple, il est donc considéré comme un fruit de la seconde année, donc soumis au Maaser Rishon, Maaser Sheni. S'il éclot après le 15, il sera donc soumis aux règles de la troisième année, donc soumis au Maaser Rishon, Maaser Ani. Bon, voilà, on a ici le cas. Donc jusque-là, c'est un petit peu tout ce qu'on a déjà dit ça plusieurs fois. Alors Rabbi Nechemia, mais c'est une braïta. Alors maintenant, là où il va y avoir un petit truc intéressant, Rabbi Nechemia a dit, donc sur ce qui a été dit là, Rabbi Nechemia a dit, on est toujours dans la braïta, à quel sujet cela a-t-il été dit? Donc cette règle, elle s'applique à quoi? Elle s'applique à quel sujet? C'est au sujet d'un arbre qui produit 2 couvées par an. Alors, il nous a traduit comme ça, mais pour laquelle on fait 2 bénédictions par année, si on traduit correctement. Ah non, berechot, c'est pas berachot, berechot, berechot. D'accord. Alors, c'est des couvées. Donc, j'ai mal lu tout à l'heure en hébreu. Ici, on parle de couvées, c'est traduit comme ça. Bon, c'est la bénédiction de l'arbre, c'est-à-dire au sens où l'arbre a été béni 2 fois la même année parce qu'il va avoir 2 fois une quantité de fruits où on va pouvoir les cueillir. D'accord? Donc, voilà une précision importante, qui n'est pas du tout ce qu'on avait avant. On a l'impression ici, en tout cas, que cette braïta nous dit que quand on parle de ça, on parle d'arbres qui peuvent avoir 2 par an. Alors, la Gemara stoppe cette citation. Il dit ici qu'elle a, comme moi je vous ai interrompu avec mon commentaire, et bien la Gemara interrompt aussi avec un commentaire à elle. Et elle dit la chose suivante, Shete berechot salka d'artar. Te vient-il à l'esprit qu'il y ait 2 couvées? Donc c'est bien traduit en fait. Moi j'ai voulu dire brachot, mais c'est bien traduit. Pourquoi? Parce qu'il dit ici, est-ce que tu penses qu'un arbre ça a des couvées? Sous-entendu, il n'y a que les oiseaux qui peuvent faire des couvées. Le commentaire il te dit ici que le terme qui est utilisé, berecha, est réservé normalement uniquement à la progéniture des oiseaux. D'accord? Quant à les oiseaux, ils font ce qu'on appelle une couvée, ils vont aller se mettre sur les œufs et gentiment attendre que l'œuf éclot. Et quand tu fais 2 couvées par an, par exemple, il va y avoir une première couvée, des petits oisillons, ils vont grandir, et avant la fin de l'année, il y a une deuxième couvée. Bon, alors ce qui se passe, c'est que la Gemara, la braïta ici, utilise un terme qui ne s'utilise que pour des oiseaux. Alors la Gemara pose la question, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de... Comment ils utilisent le vocabulaire ici? Est-ce qu'un arbre fait des couvées? Est-ce qu'un arbre va couvrir les fruits pour les... Bon, c'est un peu bizarre. Et là, Emakein shete berechot, énonce plutôt la braïta ainsi, un arbre ke'en shete berechot, ça veut dire Ema ke'en, qui a une équivalente de 2 couvées par an. C'est-à-dire quoi l'équivalent? Ça veut dire qu'ils mûrissent 2 fois dans l'année. Bon, je pense qu'on avait compris, mais bon, et là pour le coup, la Gemara a été tatillon parce que au niveau du sujet, c'est-à-dire que tel que c'est dit, on a l'impression qu'on parle d'un arbre qui fait des couvées. Or, un arbre n'a pas d'ailes et ne peut pas voler.
Hein, ça peut paraître bête, mais je sais pas pourquoi est-ce que la Gemara s'est sentie obligée d'expliquer ça. Bon, c'est vrai que ça faisait bizarre, mais bon, tu comprends normalement. Alors, on va voir la précision de ce commentaire. Qu'est-ce qu'il dit en fait? C'est-à-dire que les fruits ne mûrissent pas tous en même temps, mais sur une certaine période, comme les pigeons, qui chaque mois produisent une nouvelle couvée. Ah, déjà on a quelque chose de différent ici comme explication. Moi, quand j'ai pensé 2 couvées, par exemple, j'ai pensé 2 saisons, quoi. C'est-à-dire, un arbre pourrait avoir 2 saisons, il finit sa première saison, les fruits tombent, et puis nouvelle floraison, avant même que l'année se termine, et il y a une deuxième lancée de fruits. Bon. Alors ce qu'il dit ici, c'est pas du tout ça, il dit que c'est comme les pigeons, et qu'est-ce qui se passe chez les pigeons? Ben, ils couvent un œuf, ils couvent un deuxième œuf, et puis quand va naître les 2 premiers œufs, il y a déjà un troisième œuf qui est arrivé en couvée. C'est-à-dire que la couvée se fait sur... enfin, il y a plusieurs couvées sur une même longueur. Bon, ben, les arbres, apparemment, ici, c'est plutôt pareil. Alors, cette analogie n'est pas à prendre au pied de la lettre, presque, puisque les pigeons... Alors, ça, c'est Rachid qui nous raconte l'histoire du pigeon. Mais ici, ils disent que cette analogie ne doit pas être prise au pied de la lettre, parce que les pigeons produisent de nouvelles couvées à intervalles réguliers, alors que les arbres ne produisent qu'une seule récolte par année, dont la maturation s'étend sur une longue période, nous dit le Ritva. Donc, en fait, il ne faut pas voir comme si les arbres poussaient régulièrement des fleurs, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait des floraisons, on va dire tous les 2 mois, une floraison, et les fruits poussent comme ça hein, pour les arbres. Non, il y a une floraison, une seule, mais quand les fruits vont pousser, ils ne vont pas tous pousser à la même vitesse, plus ou moins, et donc le moment où finalement où tu vas, ah bah c'est peut-être de là que va venir toute la discussion, c'est-à-dire que le moment où tu vas pouvoir voir arriver les fruits va être étalé sur la longueur. Bien. Par exemple, le figuier, apparemment, ça marche comme ça, c'est un exemple, comme le déclare la Gemara dans le traité de Shabbat, la 68a, et parce que ces fruits ne sont pas tous cueillis en même moment, les sages ont agi à son égard d'une façon similaire à celle dont il s'agit à l'égard d'une légumineuse. Donc apparemment, le figuier, même combat qu'avec le hétrope, puisque s'ils font comme les légumineuses, ah non, les légumineuses, c'est pas les légumes, attention, c'est pas la même. On parlait, à propos des légumineuses, on parlait du tiers de la maturité aussi, je crois. C'est-à-dire, ils ont affecté ces fruits à leur année d'éclosion plutôt qu'à leur année de cueillette. Non, alors ici il te dit non, c'est l'année d'éclosion. D'accord, ok, il me semblait que les légumineuses c'était le tiers du fruit, comme les céréales. Ok, donc les légumineuses c'est l'éclosion, le tiers du fruit, le tiers de la maturité c'était les céréales, et la cueillette c'était les légumes, enfin, comme les oignons et autres. Bon, très bien, je ne me rappelle plus. Ok, alors la Gemara donc nous a expliqué qu'il fallait plutôt dire parler donc de l'équivalent de 2 couvées, on vient de donner l'explication. Et on reprend maintenant notre braïta, hein, je vais la rappeler en sautant ce petit passage. Donc je répète, un arbre dont les fruits ont éclos avant le 15 Shevat est soumis à la dîme relative de l'an passé. Après le 15 Shevat, elle est soumise à la dîme de l'année à venir. Rabbi Nechemia nous a dit à quel sujet est-ce que cela a été dit? Ça a été dit au sujet d'un arbre qui produit 2 couvées par an. D'accord? Donc c'est des fruits qui s'écoulent selon toute l'année. Aval ilan arosé bericha achat. Mais un arbre qui ne produit qu'une seule couvée par année. D'accord? C'est-à-dire que ça pousse en une fois, tout d'un coup. Kegon dekalim vezetim, comme par exemple les palmiers dattiers, les oliviers et les caroubiers. D'accord? Ça ne s'étale pas sur sur toute l'année, ça vient tout ensemble. Af alpi, alors, donc comme les dattiers, je ne l'ai pas dit en hébreu, bon c'est pas si, je l'ai dit. Alors, af alpi, shechantu perotehem kodem chamisha asar beshevat, quand bien même, si leurs fruits ont éclos avant le 15 Shevat, mitra serin la shana aba'a, ils seront soumis à la dîme relative à l'année à venir, c'est-à-dire au moment de la cueillette. Alors, donc leur récolte se fait donc en même temps, hein, c'est le cas des 3 qui ont été cités, hein, les dattiers, les oliviers, les caroubiers. C'est vrai que quand tu vois un palmier dattier, hein, si vous en avez déjà vu, vous voyez des espèces de grappes qui pendouillent comme ça de l'arbre, du haut de l'arbre, et cette grappe, on voit très mal un fruit qui pense un peu un moment ici, un peu par là. Non, c'est des grosses grappes qui poussent tout en même temps, et au moment de la récolte, tu cueilles la grappe entière. Hein. Vous avez déjà acheté des dattes en gros paquet de dattes si c'est déjà arrivé.
eh bien, quand vous les voyez sur leur tige, vous voyez bien que ce sont des grandes grappes qui poussent en même temps. Tu ne peux pas faire pousser un puis un autre. Donc ça fait partie de ce genre de fruits-là. Et donc apparemment c'est pareil pour les oliviers et le caroubier, si vous connaissez le caroubier. Très intéressant fruit. Alors, qu'est-ce que nous dit Rashi à propos de ça, justement? Alors, selon Rabbi Nechemia, en matière de maaser, il faut affecter les fruits de tous les arbres à l'année de la cueillette. D'accord? A priori, jusque-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que c'est en fonction de la cueillette. Normalement, je ne sais pas, parce que non, Rabbi Nechemia, il vient de te dire quoi ici? Ah, pour Rabbi Nechemia uniquement. D'accord, non. Alors, on parle ici de fruits qui ont éclos. D'accord? Quand on va selon l'éclosion, c'est pour des fruits qui s'étalent sur une longueur. Donc, on va selon l'éclosion pour des fruits qui s'étalent. Comme les orangers, ça ne pousse pas à la même vitesse quand tu es en haut de l'arbre, quand tu es en bas de l'arbre. Si vous avez remarqué, il y a des branches où la sève arrive moins vite que d'autres, donc ça ne pousse pas à la même vitesse. Et donc ça, c'est ce qu'il a appelé donc les deux couvées. Donc pour Rabbi Nechemia, si j'ai bien compris ce que va nous dire ici, en matière de maaser, on affecte les fruits à tous les arbres de l'année de la cueillette. D'accord? Alors, l'année de la cueillette, ça dépend des fruits, justement, parce que d'après Rabbi Nechemia. Non, puisque pourquoi il me dit l'année de la cueillette? Ici, dans les commentaires, ils avaient dit, c'est même pas dans les commentaires, et soumis à la dîme relative de l'an passé, Achar Hamisha Asar, après le 15 Shevat, il est soumis à la dîme relative de l'année à venir. Ah, donc c'est selon la cueillette. Ça semble être, je ne sais pas. Alors je ne comprends pas très bien. Ainsi, selon Rabbi Nechemia, en matière de maaser, il faut affecter les fruits de tous les arbres à l'année de la cueillette. Or, ceci pose problème pour les arbres dont la maturation s'étire dans le temps. Voilà. D'accord. Donc, quand un fruit s'étire dans le temps, donc Rabbi Nechemia pense que de façon générale, c'est selon la cueillette, mais dès qu'un fruit s'étire sur le temps, eh bien, le fruit, il dépend du moment où il a éclos. Les fruits ne pourraient pas être soumis en bloc au même prélèvement de la dîme, mais seraient astreints à des prélèvements de maaser différents, selon qu'il s'agit de cueillis avant ou après le 15 Shevat. Les sages ont donc assigné les fruits de ces arbres à l'année de l'éclosion, car leur éclosion, elle, se produit en bloc, tout comme ils sont intervenus à propos des légumineuses, c'était le même problème, exactement, ouais, ça me disait bien. D'accord, bon, je m'étais trompé, je pensais que les légumineuses, c'était pas selon l'éclosion, mais c'était sur le stade de la maturité, mais effectivement, du coup, ça me revient en fait, quand il le dit. Alors, en les assignant donc à l'année de l'enracinement, voilà, c'était l'enracinement pour les légumineuses, ce qui correspond finalement à l'idée de l'éclosion dans le cadre d'un arbre à fruits. D'accord? Donc les légumineuses, c'était pas l'éclosion, c'était l'enracinement. Les trois niveaux qu'il y avait pour les légumes, c'était au moment de la cueillette, l'enracinement et le tiers de la maturité. C'est ça. Alors, très bien. Ok. Donc c'est l'équivalent de l'enracinement, ici. Parce que ça ne pousse pas tout à la même vitesse, et donc comme tu peux pas gérer, on avait vu ça. Et justement, comme on peut pas, en tout cas, imaginer les légumineuses, comment tu vas calculer qu'est-ce qui est enraciné, qu'est-ce qui n'est pas enraciné au moment de la cueillette, c'est-à-dire qu'une partie n'est pas mûre, etc. Donc c'est compliqué. Donc on a voulu faire toute la récolte ensemble et toute la récolte ensemble. C'est pareil avec ces fruits. Quand les fruits des arbres qui se déroulent sur toute une longueur et qui ne poussent pas à la même vitesse, alors ils ont fixé au moment de l'éclosion, comme ça quand tu cueilles tes arbres, tu fais un calcul clair de ce qui doit être mis ici, ou de ce qui doit être mis d'une année à l'autre. C'est plus simple a priori. A priori. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, ici, il me dit, apparemment, il conteste en fait cette explication. Alors, je ne comprends pas. Car leur éclosion, elle, se produit en bloc. Alors, tout comme ils sont intervenus pour des légumineuses, en les assignant, d'où il ressort que les fruits de tels arbres. Bon. Il semblerait qu'il y a des phrases qui sont faites dans ce livre, des fois au niveau français. J'ai pas l'impression que c'est des français qui les ont fait.
Parce qu'ils mettent un point ici, puis soudain il n'y a plus de point, et alors tu ne sais plus où se trouve la phrase. Bon, Rabbi Nechemia n'avait pas besoin de citer l'olivier quand il a exprimé son désaccord, puisque même le Tanakama admet que les olives sont étiquetées non pas selon l'éclosion, mais plutôt selon l'année où elles atteignent le terme de leur maturité, comme on l'a vu dans le 12b. C'est vrai. Le commentaire de Tosfot montre clairement qu'il adhère au vu de Rashi, qu'on a vu au-dessus, selon laquelle les olives sont contrairement aux arbres affectés à l'année où elles atteignent le tiers de leur maturité. C'est vrai, pourquoi il parle de l'olivier ici? Non, ici il donne l'exemple de comment les arbres poussent. Il ne donne pas l'exemple exactement, il ne te dit pas pour celui-là tu dois faire autrement, il te dit seulement comment ils poussent. Et en gros, il dit ici que le tiers de la maturité, par exemple pour les olives, ça arrive en même temps. Et pour les autres aussi, au fond. C'est-à-dire que c'est un genre d'arbre qui fait que il pousse juste en même temps. Il n'y a pas deux récoltes à faire, il n'y en a qu'une seule. Quand tu vois un fruit qui est prêt, ils sont tous prêts. Alors toutefois, d'autres Rishonim soutiennent que les olives aussi sont affectées à l'année d'éclosion. Bon, d'après cette opinion, Rabbi Nechemia s'oppose en fait au Tanakama. Bon, on est en train de rentrer dans une discussion de rabbins récents, entre guillemets. On reste au niveau de la Gemara seule. Alors la Gemara, on a donc cité notre Gemara. Je répète la fin pour ceux qui n'auraient pas suivi ou qui auraient perdu le fil. Mais un arbre qui produit l'équivalent d'une seule couvée par année, comme les paniers, dattiers, les oliviers, les caroubiers, donc ceux-là, même si leurs fruits ont éclos avant le 15 Shevat, ils sont soumis à la dîme de l'année à venir. Ok? D'accord, parce qu'au moment de la récolte, en fait, on va estimer qu'ils ont été récoltés. Il ne va pas y avoir 36 récoltes, il va y en avoir qu'une. Donc si tu le fais la récolte après le 15 Shevat, c'est que tu vas tout cueillir à ce moment-là. Si tu le fais avant le 15 Shevat, c'est que tu vas tout cueillir à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'ils suivent ici la récolte. Donc quand il y a une seule couvée, pour le maaser, tu calcules comme ça. Alors que des arbres pour lesquels il y aurait deux couvées, donc c'est une expression d'Agmara pour parler en fait, étaler sur la longueur, d'accord? Alors là, tu fais en fonction de l'éclosion. Si ça éclot avant le 15 Shevat, tu fais l'année d'avant. Si ça éclot après le 15 Shevat, tu fais l'année d'après. Voilà, ça c'est notre braïta qu'on va maintenant analyser. Alors, la Gemara remarque, Rabbi Yochanan a dit, le peuple, alors, Amar Rabbi Yochanan, Nahagu ha'am becharuvin ke Rabbi Nechemia. Le peuple a pris l'habitude de suivre Rabbi Nechemia pour le karoub. Donc, à propos du karoub, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait exactement ce que vient de dire Rabbi Nechemia, au fond, puisque c'est un arbre qui ne suit qu'une seule couvée, donc on suivra le mas, l'année on assigne l'année à celui de la cueillette. D'accord? Pour le maaser et pour autre. Alors, on conteste les propos, on conteste donc les propos de Rabbi Yochanan. Alors ici Tosfot, juste avant de passer plus loin, il nous dit que cette coutume de faire comme Rabbi Nechemia ne se limitait pas au seul karoub, mais s'est étendue aux dates et en fait à tout arbre dont la cueillette s'effectue en une fois, quoi. Donc les karoubs dont parle Rabbi Yochanan ne sont pas à prendre au sens restrictif, c'est-à-dire on n'est pas en train de parler du karoub lui tout seul, mais plus comme l'exemple, comme l'expression pour illustrer toutes les catégories d'arbres qui ressemblent un peu à comment ça pousse avec le karoub, c'est-à-dire tu fais une récolte globale au moment de la récolte. Tu prends quasiment tous les fruits au moment où tu les récoltes, tu ne t'attends pas plus loin. D'autres, toutefois, estiment que la coutume dont fait partie Rabbi Yochanan se limite seulement au karoub, et le peuple avait l'habitude de suivre l'avis de Rabbi Nechemia uniquement pour le karoub. Pourquoi? Parce que cette espèce, précisément, était considérée comme inférieure, et donc dénuée d'importance quand elle éclot pour la première fois aux alentours du 15 Shevat. C'est-à-dire que comme il ne prêtait pas tellement attention au karoub, ça se mange, mais bon, c'est pas une orange, quoi. C'est pas une pomme. Donc ça se mange, mais on va pas la manger tout de suite. On n'est pas tout content que enfin arrive le karoub. Donc c'est pour ça qu'il y avait plus l'idée qu'on faisait qu'il y avait une coutume pour le karoub parce qu'on les laissait sécher sur l'arbre. Hein, je connais le karoub. Le karoub, ça ressemble à une espèce, si vous avez déjà vu, c'est une espèce de grand haricot. Ça ressemble à un haricot ou une espèce de légumineuse en forme de fève comme ça, aplatie, qui est un peu marron foncé comme ça. Et c'est vrai que le karoub, quand il a atteint sa maturité, ça peut rester quelques mois dans l'arbre, ça va quoi. Il va pas en mourir, et il va pas pourrir. Il va sécher, il va durcir, mais il se mange aussi très dur comme ça. Donc effectivement, on peut se dire que le moment de la récolte, en général, ils attendaient que tous les fruits soient vraiment mûrs. Et puis même
quand la récolte elle était mûre pour être, quand le fruit était mûr pour être récolté, ils n'allaient pas la récolter tout de suite, tout simplement parce que c'est quelque chose. Moi, une fois, j'avais acheté un caroube dans un marché. J'avais trouvé un marché en France du caroube, et on m'a dit que c'était pour les animaux. Je fais, c'est pas grave, je le prends quand même. Parce qu'on a la coutume de manger un peu de caroube dans la période soit de Toubishvat d'ailleurs, soit dans la période du 33e jour du Homer, en souvenir du caroube qui avait poussé pour Rabbi Shimon Bar Yochai, en miracle. Et c'est vrai qu'on ne mange pas non plus tous les jours de ce genre de truc, et puis c'est pas forcément bon pour la santé, je vous dirais. Mais, enfin c'est bon pour la santé, mais il ne faut pas le prendre trop sec. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il est décrit comme un fruit un peu inférieur. C'est pas quelque chose qui se mange régulièrement. Donc justement, c'est un peu cette notion-là qui est expliquée dans le commentaire. Alors, je répète, donc Rabbi Yochanan nous a dit que le peuple a pris l'habitude de suivre Rabbi Nechemia pour le caroub. Vous avez vu qu'il y a deux façons d'interpréter. Alors, on conteste le propos de Rabbi Yochanan, comment? Étivé Resh Lakish les Rabbi Yochanan. Resh Lakish a objecté à Rabbi Yochanan. Donc, comme je vous ai dit, on a souvent des couples de rabbins, et là, Resh Lakish souvent répondait à Rabbi Yochanan à partir d'une Mishnah. Alors, quelle Mishnah il va citer? Alors, c'est une Mishnah qui vient de Shevi'it, le chapitre 5, verset 1. On en fait beaucoup de Shevi'it, je trouve. Alors, Benot Shuach, les figues blanches. Ça donne envie. Donc, c'est une traduction donnée par la Gemara dans le traité Avodah Zarah. Parce qu'il n'y a pas écrit Te'ena, effectivement. Etiv Tarish Lakish, les Rabbi Yochanan, Benot Shuach. Benot Shuach, à quoi ça fait référence en hébreu? Aucune idée, mais ils appellent ça la figue blanche. Donc, ils ont expliqué ça dans une autre Gemara, de quoi il peut s'agir. D'accord? Donc, il y a les figues noires, les figues blanches. Bon. Ensuite, Shve'id Shelahen Shenia. On leur année de Shemitah à la deuxième année du cycle. Alors, leur année de Shemitah, elle vient à la deuxième année du cycle. Pourquoi? Elles sont soumises aux restrictions relatives à la Shemitah à la deuxième année du cycle. Alors pourquoi? Mipene sherosot lishlosh hashanim. Parce qu'elles poussent sur une durée de 3 ans. Donc les fruits éclos durant la Shemitah ne sont mûrs et prêts à être consommés, accueillis, qu'à partir de la deuxième année du nouveau cycle. Ok? Qui est donc leur 3e année de croissance. Parce qu'elles vont naître pendant la Shemitah, puis la première année, donc on a une première année donc passée, une deuxième année, puis une troisième année, c'est la deuxième année du cycle. Elles naissent pendant la première année de la Shemitah. D'accord? Il ressort clairement de ceci que même les arbres dont les fruits mûrissent simultanément sont néanmoins affectés à l'année où ils sont d'abord éclos. Donc effectivement, on voit ici, dans cet exemple de figues blanches, qui vont être cueillies toutes dans la deuxième année du cycle, qu'on considère qu'elles sont en fait de la Shemitah. Donc, elles dépendent de leur éclosion, ces figues blanches. Et il semble que ces figues blanches, on doit les cueillir tout en même temps. Donc ici, pour le caroub, pour Rabbi Nechemia, avec l'idée que le peuple suit un petit peu, comme pour Rabbi Nechemia, on voit quoi au fond? Que Rabbi Yochanan nous parle que le peuple avait suivi cette règle, a fait cette distinction entre les fruits qui éclosent en même temps ou pas, et que le caroub est un exemple parmi les autres. Et on voit bien que pour les figues blanches, qui théoriquement tombent dans la catégorie des fruits qui sont comme le caroub, c'est-à-dire que quand tu commences à en cueillir une, tu peux toutes les cueillir, a priori, on suit selon l'éclosion, et non pas selon la cueillette. Alors, écoutez la réponse de la Gemara, je vous la mime. Vous n'entendez rien, c'est normal parce qu'il y a écrit Ishtik, il s'est tu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire il s'est tu? Et alors, est-ce qu'il réfléchit? On va voir. Alors, on va quand même expliquer quelque chose. D'accord. Donc, c'est une. Alors, ces figues blanches sont un peu exceptionnelles. Hein. Elles ne sont pas. Elles ne rentrent pas dans la catégorie des fruits qui poussent sur une durée. D'accord? C'est les figues blanches uniquement que ça concerne, et pas les figues en général. Les figues en général, elles tombent dans l'idée des autres cas.
Donc ces figues blanches étant considérées comme un genre de fruit qui peut s'apparenter aux dattes, aux olives et aux caroubes, normalement, ils auraient dû suivre selon la cueillette. Or, Rabbi Yochanan, donc il est un peu coincé là-dessus. Alors, la Gemara va essayer de comprendre pourquoi il hésitait. Amar les Rabbi Abba à Cohen, les Rabbi Yossé à Cohen. Rabbi Abba, le Cohen, a dit à Rabbi Yossé, le Cohen, Amar Ishtik. Pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan, dans cette discussion qui nous est rapportée de la Mishnah, non, mais c'est pas la Mishnah, Rabbi Yochanan. Oh, mais je confonds tout le monde. Alors, non, c'est encore la Mishnah, chers amis. J'ai l'impression. Non, c'est pas la Mishnah, c'est la Gemara. Bon, je ne sais plus qui est qui. Reprenons. La Gemara sonde la réticence. En tout cas, la Gemara veut comprendre pourquoi Rabbi Yochanan se tait. Et Rabbi Abba le Cohen a dit à Rabbi Yossé le Cohen, mais pourquoi Rabbi Yochanan s'est-il tu? Le silence dénote généralement un consentement. Ah, c'est mignon. Vous avez vu ce commentaire de Ritva? Ritva nous dit que le silence dénote en général un consentement. Ceux qui sont des Français et qui connaissent un peu les proverbes, comment on dit? Qui ne dit mot, consent. Donc le fait que la Gemara précise qu'il s'est tu, c'est pour nous dire qu'au fond, bon, il est d'accord avec ce qui a été dit. C'est une bonne réflexion de Resh Lakish contre Rabbi Yochanan, qui a obligé Rabbi Yochanan à changer peut-être son point de vue. Alors il nous dit, pourquoi il s'est tu? Il aurait dû dire à Resh Lakish, c'est-à-dire qu'en fait, il pouvait lui répondre en réalité, Amina lach ana Rabbi Nechemia. Je suis en train de te dire, c'est que l'usage est de suivre l'opinion de Rabbi Nechemia, et tu réponds en citant une Mishnah qui suit l'opinion des sages. Alors, je n'ai pas compris, on va voir. Il est clair que les sages de la Braïta, alors d'abord vous avez compris ce que dit le texte, il dit la réponse qu'aurait pu dire Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan aurait pu dire à Resh Lakish, donc Resh Lakish lui dit que en fait pour les figues blanches, c'est exactement le même cas que celui de Rabbi Nechemia, un genre de fruit particulier qui, quand tu les cueilles, tu dois les cueillir en même temps, donc il y a une seule couvée, puisqu'il y a une seule couvée, qu'est-ce qu'on voit ici? Que pour cette figue blanche, même s'il y a une seule couvée, on ne suit pas ce qu'a dit Rabbi Nechemia, puisque Rabbi Nechemia a dit que pour les arbres avec une seule couvée, on va selon la cueillette, a priori. D'accord? Et on voit que ces figues blanches, on ne va pas selon la cueillette, on va selon l'éclosion, puisque c'est la deuxième année, tous les fruits de la deuxième année sont considérés comme des fruits de la Shemitah. Donc il lui dit, tu aurais pu dire à Resh Lakish, il aurait pu répondre à Resh Lakish, que je suis en train de te dire que l'usage de Rabbi Nechemia est de suivre l'opinion de Rabbi Nechemia. Et toi tu me réponds en citant une Mishnah qui suit une opinion des sages. Ah, d'accord. Donc, voilà Rabbi Nechemia, il dit comme ça, et on sait que les sages ne pensent pas comme ça. Et toi tu me réponds en disant, voilà, les sages pensent comme ça. Ben je sais, mais moi je te dis que la loi elle est comme Rabbi Nechemia. Alors Rabbi Yossé à Cohen continue, Mishum de Amarle, parce que le Resh Lakish lui aurait répondu, vas-tu renoncer à l'avis majoritaire des sages pour agir conformément à l'avis minoritaire de Rabbi Nechemia? Shavakt Rabanan ve'avad Rabbi Nechemia. Comment? Je te donne l'opinion des sages, et tu sais que l'opinion des sages, c'est pas l'opinion de Rabbi Nechemia. Rabbi Nechemia a donné son opinion personnelle. D'accord? Il pense lui comme ça à propos de ces trois-là, que c'est une histoire de couvée. Que c'est seulement pour 2 couvées. L'opinion des sages, c'est une règle générale qui n'a rien à voir avec 2 couvées. D'accord? C'est une opinion générale pour tous les autres fruits, à part les trogues. Tu dois suivre la règle de l'éclosion. Tu fais le calcul des années de Maaser selon les années d'éclosion. Et voilà que Rabbi Yochanan te donne finalement un argument qui montre que le peuple suivait l'avis de Rabbi Nechemia. Et donc Resh Lakish aurait pu lui dire, mais tu es en train de me faire quoi là? Au lieu de lui donner l'exemple, on voit que Rabbi Yochanan se tait à cause de la réflexion de Rabbi Yochanan, qui montre que pour un cas similaire au caroub, comme les figues blanches, il ne suit pas la règle qui a été donnée par Rabbi Nechemia, mais la règle des sages, à savoir qu'on suit selon l'éclosion. Et donc, effectivement, Rabbi Yochanan aurait pu lui dire, mais en réalité, tu aurais très bien... je sais bien qu'il suit... moi, je te parle de l'opinion de Rabbi Nechemia, ne me ramène pas l'opinion générale
qui est celui des sages. Alors Resh Lakish lui aurait répondu, il lui aurait dit, mais attends, les sages, quand tu dis les sages, il y a Rabbi Nechemia de son côté, il est tout seul dans son coin, et il y a les sages, il y a la majorité. Est-ce que tu es en train de me dire qu'on renonce à l'avis de la majorité pour agir conformément à l'avis de la minorité qui est celui de Rabbi Nechemia? Rabbi Nechemia, il a dit son opinion personnelle. Et toi, tu me donnes l'opinion des sages. Mais moi, normalement, tu dois suivre l'opinion de l'avis majoritaire. Or, tu es en train de me dire l'opinion de l'avis majoritaire. Alors, Rabbi Abba Cohen objecte, Vela Malé, mais Rabbi Yochanan aurait pu répondre à ça encore, à Resh Lakish, Ka'amina la'achnagu. Je suis en train de te dire, c'est comme ça que les gens ont pris l'habitude. Je ne suis pas en train de te dire, moi, je pense comme ci, je pense comme ça. Et voilà ce qu'ils ont fait là-bas. Ils ont suivi Rabbi Nechemia. Amartli Isura, et toi tu m'invoques que c'est une interdiction. Et toi tu es en train de me dire que c'est une interdiction. Alors il continue, de Amarle, mais parce que Resh Lakish l'aurait répondu, Bimkom Isura, dans une situation où, qui met en jeu une interdiction, Ki nahagu shavkinan lehu, ça dépend des versions, et que les gens adoptent un usage comme si c'était permis, est-ce qu'on doit les laisser agir à la guise? Donc justement, donc il y a imagine une discussion entre les deux qui aurait pu se produire. Et c'est de belles réflexions qui sont données. Donc on voit ici qu'il y avait une majorité des sages, et voilà qu'il y a une opinion minoritaire. Et Rabbi Yochanan aurait pu lui dire, mais je suis en train de te dire que c'est les gens qui ont pris l'habitude de faire l'opinion de Rabbi Nechemia. Oui, mais c'était interdit ou c'était pas interdit? Les rabbinim m'ont dit que c'était interdit, et tu vois une situation où il y a un interdit. On te dit que ça dépend de l'éclosion, et les gens ont pris l'habitude de faire comme si c'est pas l'éclosion, donc c'est interdit. Est-ce qu'on doit les laisser continuer à faire comme ils veulent, plutôt que leur donner la règle telle qu'elle est? Rabbi Abba Cohen, Velamalé, Rabbi Yochanan aurait pu répondre à Resh Lakish en disant, quand je t'ai exprimé mon avis, je parlais du maaser des karoub, qui est uniquement d'ordre rabbinique, et tu me réponds en invoquant une règle de la Shemitah, qui elle représente l'interdit d'ordre biblique. Donc, moi je te parlais du maaser des karoub. Le maaser, c'est rabbinique. Et toi, tu me parles d'un interdit d'ordre biblique, parce que nous, on parle de quoi? De quoi parle, finalement, quelle est la question qui est posée dans le cas de la figue blanche? Dans le cas de la figue blanche qui a été rapporté, c'est un cas qui nous parle, en fait, d'une règle de la Shemitah, et qui est donc des Horaïta, qui est de la Torah. Alors, Rabbi Abba Cohen poursuit, il se dispute, et la Ama Rabbi Abba Cohen. En fait, Rabbi Abba Cohen a dit, Temehani im heshiva Resh Lakish litshuva zo. Je me demande si Resh Lakish a réellement donné cette réponse. Tout simplement. Est-ce que véritablement, il a fait une objection à Rabbi Yochanan? Est-ce que quand il lui a donné l'histoire des figues blanches, c'était pour avoir une objection réelle? Im heshiva, si Resh Lakish a donné cette réponse, pardon. Alors c'est encore troisième niveau. La Gemara pose la question sur la discussion qu'on vient de suivre entre Rabbi Abba Cohen et son collègue Rabbi Yossé, qui était aussi Cohen. Est-ce que vraiment Rabbi Abba posait la question, se demandait si Resh Lakish a donné cette réponse? Ha'otva! Il l'a pourtant formulée. Si la Gemara a rapporté cette réponse de Resh Lakish, c'est parce qu'elle a existé. Ils n'ont pas inventé la réponse. Et voilà que Rabbi Abba Cohen est en train de remettre en question, parce que dans la logique il y a un problème, il est en train de remettre en question la véracité de la réponse qui a été apportée par la Gemara en disant que Resh Lakish a donné une objection à Rabbi Yochanan. Bon, alors on continue. La Gemara réinterprète ce que voulait dire plutôt Rabbi Abba Cohen. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il voulait dire Rabbi Abba Cohen? Et là, Emma, mais en fait, plutôt, Im kibela Rabbi Yochanan, im lo kibela. Ce que voulait dire Rabbi Abba Cohen quand il a dit ça, quand il a dit, je me demande si Resh Lakish a donné cette réponse, il voulait savoir, est-ce que Rabbi Yochanan a accepté ou non le bien fondé de son objection? Quand il s'est tu, en gros, est-ce qu'il s'est tu pour acquiescer, ou est-ce qu'il s'est tu pour... parce que, voilà, il n'a pas de réponse, mais ça ne veut pas dire qu'il est d'accord ou pas d'accord. Donc je me demande s'il s'est tu parce qu'il n'avait pas de réponse à cette question, parce que la question ne lui a pas paru devoir appeler une réponse, puisqu'il se référait seulement à une disposition rabbinique. Donc en gros,
le silence de Rabbi Yochanan est expliqué ici comme étant un silence, on va dire, il trouve que la question n'est pas assez, en tout cas de l'interprétation, de la discussion, on va dire, imaginaire qu'a eu Rabbi Abba Cohen et Rabbi Yossé pour essayer de comprendre pourquoi ils s'est tu, en poussant au maximum le raisonnement comme il aurait pu. Donc ils ont fait une espèce de projection de comment ils auraient pu se répondre l'un l'autre. Eh bien, il s'est dit au fond, en fait, finalement, ce que Rabbi Abba Cohen voulait dire à la fin quand il a dit il se demande si Resh Lakish a donné cette réponse, c'est pas ce qu'il voulait dire. Il se demande si Rabbi Yochanan a reçu cette réponse. C'est-à-dire que, est-ce que vraiment est-ce que je prête attention à une telle question parce que je suis en train de te parler d'une règle des rabbins adoptée par le peuple, et toi tu me parles d'une règle de la Torah, on parle de deux sujets différents, je me tais parce que tu as raison et j'ai raison au fond. Voilà. Moi je parle de Torah, toi tu me parles des rabbins, ce sont deux sujets différents. Voilà la discussion qui a été proposée ici. Alors on pourrait reprendre cette discussion avec les commentateurs, mais bon, elle est bien telle qu'elle est. On va sauter cette partie de commentaires et on va passer, eh bien, Mazal Tov, à une nouvelle Mishnah. On a fini la Mishnah qu'on avait commencé à la page 2a. D'accord? Cette Mishnah qui nous parlait des 4 années, etc., de Rosh Hashanah. Eh bien, on vient de la finir complètement et on va démarrer une nouvelle Mishnah. On est à la Mishnah numéro 2. Là, on avait fait la Mishnah numéro 1. Si vous avez un livre de Mishnah, la Gemara suit le nombre des Mishnah qui sont dans un livre. Donc, on avait fait le chapitre 1, première Mishnah. On est maintenant au chapitre 1, deuxième Mishnah de Rosh Hashanah. On vient de faire 16 pages de Gemara avec Amoud Aleph, Amoud Bet, qui est environ, alors 16 pages moins 2, puisque ça commence toujours à la page 2. On a donc utilisé 15 pages avec la face A et la face B en termes de Gemara, c'est-à-dire 15 pages, ça nous fait donc 30 pages, et pour chaque page en français, le développement avec les commentateurs, c'est ce qui fait le nombre de vidéos que vous avez ici, et je vous dis à la prochaine pour démarrer correctement avec cette nouvelle Mishnah. Donc le sujet est clos, et au revoir.